À la une, un fonds de 1200 milliards de francs CFA a été lancé pour financer des projets de développement en Afrique afin de mieux gérer la migration des ressortissants africains vers l'Europe. C'est un des acquis du sommet de Malte. À Abidjan, le Black Market d'Adjamé, célèbre pour la diversité de ses articles. Les usagers de ce marché ont cependant beaucoup de mal à y avoir accès à cause du mauvais état de la voie qui y mène. Et puis en sport football, le sélectionneur Hervé Renard, limogé du club de Lille, l'ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, n'est pas parvenu à s'imposer en Ligue 1. Merci d'être avec nous sur RTI 1, c'est l'heure du point de l'actualité. Bonjour à tous. Deuxième et dernier jour du sommet sur la migration à la Valette, capitale de la République de Malte. Un fonds de 1,8 milliard d'euros, soit environ 1200 milliards de francs CFA, a été lancé pour financer des projets de développement en Afrique et gérer la migration des Africains vers l'Europe. La première journée s'est achevée hier soir par un dîner de travail des chefs d'État africains et européens, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Vijanaïma. Alassane Ouattara, présent au sommet de la Valette sur la migration, c'est la première participation du chef de l'État ivoirien à un sommet international depuis sa réélection. C'est 11 et 12 novembre, soit durant 2 jours, la Valette, capitale de la République de Malte, île située en mer Méditerranée, accueille la première réunion de haut niveau qu'organise l'Union européenne pour déterminer les moyens de freiner l'afflux prépondérant des migrants vers l'Europe. Aujourd'hui principalement par le passage de la mer Méditerranée. Outre que ce sommet rassemble les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, sont également conviés leurs homologues des pays africains dont sont issus une grande partie des migrants. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est présent à ce sommet de la Valette où il est arrivé ce mercredi 11 novembre en provenance de Nice. La migration est un phénomène qui peut être positivement apprécié quand de bonnes politiques sont mises en œuvre et que la question ne doit pas être tout simplement vue comme ceci se fait du côté de certains Européens comme étant une charge. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 25% de migrants sur notre territoire et cette migration a contribué à la prospérité de notre pays. Bien évidemment, nous ne pensons pas que cela puisse être reproduit partout dans le monde, mais nous estimons que s'il y a de bonnes politiques économiques, si les droits des migrants sont protégés, s'il y a une bonne politique économique qui leur permet d'avoir du travail. Et si les politiques d'intégration sont développées, et bien évidemment, tout cela peut contribuer à ce que le monde soit donc un meilleur endroit et que donc la solidarité internationale doit jouer le rôle de la Côte d'Ivoire, l'expérience de la Côte d'Ivoire doit être prise en compte et bien évidemment, nous serons tout à fait en phase avec la position de l'Union africaine sur ce dossier. Voilà, on est très heureux d'être là et nous avons des choses à dire et surtout faire partager notre expérience ivoirienne qui est exceptionnelle à tout point de vue. La hausse des flux migratoires vers l'Europe s'intensifie depuis quelques années, portée par des filières clandestines et illégales, via la Libye, la mer Méditerranée et les terres de transit situées en Méditerranée que sont l'île de Malte, la Sicile, Lampedusa. Ce sommet se propose d'identifier et lancer des actions de manière concertée face aux défis de la migration et dans le même temps de renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des décisions politiques de haut niveau concernant ce phénomène. En image sur l'ouverture du sommet, 85 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et d'Afrique, 7 organisations internationales dont l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine ont pris part à ces réunions de haut niveau. Un point fait l'unanimité, il faut maîtriser le flux des migrants et sauver la vie de milliers de candidats à l'immigration. Dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec 6 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Point abordé, la diplomatie parlementaire, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs de ses diplomates chinois, nigériens, angolais, algériens, espagnols et israéliens.
C'est un reportage que nous allons voir tout de suite. 6 ambassadeurs reçus par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro. Et il s'agit respectivement de leurs excellences Tang Weibin de la Chine, Ifeoma Akabogo Chiwimba de la République fédérale du Nigeria, Mario Félix de la République d'Angola, Mohamed Abdelaziz Bougaïta de la République algérienne démocratique et populaire, Luis Prados d'Espagne et Izi Yanouka d'Israël, tous accrédités en Côte d'Ivoire. De leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale, il a été question des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire, la diplomatie parlementaire et l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. J'en ai profité pour présenter aussi nos vives félicitations à M. le Président pour les élections qui se sont passées ici le 25 octobre, et surtout le climat dans lequel ces élections se sont passées. On a parlé du groupe d'amitié avec l'Espagne au sein du Parlement. On a fait les points sur la situation politique et on a parlé aussi de l'avenir, des projets du chantier politique qui sont en cours maintenant dans les pays et les différentes possibilités de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. On a parlé des élections qui ont eu lieu au Nigeria, au mois de mars et puis récemment en Côte d'Ivoire. Les élections sans violence, très apaisé, très calme. Donc, c'est un grand plus pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique occidentale. Après les 6 diplomates, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro Kigbafori, a reçu le secrétaire exécutif Amnesty International, section Côte d'Ivoire. Rencontre interafricaine, les pays du continent font le nécessaire pour intégrer les nouvelles technologies en matière de transport aérien. Justine Djiké. La navigabilité des aéronefs permet de s'assurer de l'aptitude au vol des appareils, de la sécurité vis-à-vis des passagers et des équipages de transport. L'aéronautique étant un domaine en perpétuelle évolution, ce séminaire est une opportunité pour les participants issus d'une trentaine d'États africains de se former sur les innovations technologiques en matière d'aéronefs. On parle d'électronique flashback, le EFB, ça c'est un élément nouveau. Et donc on veut voir que cache donc ce label-là au niveau donc de l'aviation. C'est l'un des éléments. Et puis aussi apprendre sur aviation aging, c'est-à-dire le vieillissement des structures avec l'âge, quels sont les impacts donc de ce phénomène-là sur donc la navigabilité des aéronefs. Ce séminaire va nous apprendre les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la sécurité dans le domaine de la navigabilité des aéronefs en Afrique. Initiée par l'Agence européenne en matière d'aviation civile EASA, en liaison avec l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC, cette rencontre permettra aux acteurs de l'aviation civile africaine de mettre un accent particulier sur le maintien et l'amélioration de la sécurité des vols. L'introduction de nouvelles technologies posait des problèmes au niveau des autorités de l'aviation civile et on essaye de pallier à ces difficultés. Rappelons que la corrosion et le vieillissement des avions qui composent les flottes dans la région ouest africaine préoccupent les États africains. Après une grande rencontre avec les opérateurs du secteur de la salubrité urbaine, l'État ivoirien met en place un processus de levée des arriérés de 2012 à 2014 et ce sont plus de 14 milliards de nos francs qui doivent être versés aux prestataires. Mousta Konaté. 14,2 milliards, c'est le montant total que l'État de Côte d'Ivoire a converti en titres pour l'appurement de ses dettes envers les opérateurs intervenant dans la collecte des déchets dans le district autonome d'Abidjan. À l'occasion de la rencontre organisée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et les ministères en charge de l'économie et des finances et du budget, il a été question d'expliquer aux responsables de ces entreprises le mécanisme de titrisation. Le directeur général du Trésor, Adama Kone, a expliqué que les titres en question sont un moyen pour l'État d'établir un certificat tiers pour matérialiser la reconnaissance de sa dette. Remettant les titres aux opérateurs, le directeur général du Trésor leur a promis un encadrement en vue de la transformation de ces titres en ressources financières. Les opérateurs de collecte des déchets ont marqué leur satisfaction. Je pense qu'il faut remercier le gouvernement pour les différents engagements. La méthodologie qui a été mise en place par rapport au paiement des opérateurs, je pense que c'est une méthodologie qui est assez souple
et qui permet aux opérateurs de rentrer dans le fonds très rapidement et de réagir, d'être très réactifs sur le terrain. Pour sa part, le directeur général de la salubrité urbaine a exprimé sa reconnaissance au directeur général du Trésor pour l'effectivité du processus de titrisation et l'engagement pris afin d'apporter son appui à l'encadrement des opérateurs vis-à-vis des établissements financiers, notamment les banques. Les experts de l'Autorité nationale du mécanisme pour le développement propre et ceux du Centre régional de collaboration de Lomé se sont rencontrés pour la mise en place d'un marché de carbone en Côte d'Ivoire. Il consiste à faire payer par les émetteurs de gaz polluants le coût de la nuisance pour le climat. Armand Bowie et Victorine Yao-Yoboy. Destruction massive de la faune et de la flore, pollution de l'air, réchauffement de la terre, dérèglement des saisons de pluie et prolongement de la sécheresse. Bref, la question du changement climatique est un impératif humanitaire. Pour prendre sa part dans la lutte contre le phénomène, la Côte d'Ivoire vient de boucler un atelier visant à créer un marché carbone. Cette politique du marché carbone consiste à faire payer des taxes aux émetteurs de gaz et à encourager la promotion de projets moins polluants, notamment le reboisement et la prise en compte des principes de développement durable dans les différentes activités. La Côte d'Ivoire est consciente des impacts des changements climatiques et donc elle adhère à lutter contre le réchauffement de la planète. Donc l'idée à travers cet atelier, c'est de réfléchir sur l'opportunité de mettre en place un système national qui va garantir un prix à la tonne de carbone évitée. Justement, dans la perspective de la COP21, la Côte d'Ivoire s'engage à prendre des mesures pour réduire de 28% sa pollution. Ces mesures concernent la pollution des eaux, pour éviter l'exemple du delta du Niger au Nigeria, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, la pollution par les différents moyens de transport, les ordures ménagères et industrielles. Pour la réalisation concrète du marché carbone, l'atelier d'Abidjan a débattu pendant 2 jours d'un cadre réglementaire et institutionnel ainsi que des sources de financement. Notons que 17 pays dans le monde, dont l'Afrique du Sud, ont déjà leur marché carbone. Le système de drainage de la ville d'Abidjan est vieillissant. Le gouvernement entreprend sa rénovation et la construction d'autres ouvrages dans le cadre du projet du bassin versant du Gourou. Le pays est assisté par le Fonds africain de développement, un organe de la BAD, à hauteur de plus de 17 milliards de nos francs. Franck Quadio. Des images d'archives présentant un visage peu reluisant du carrefour de l'Indénié. Nous sommes en 2010 et depuis, de l'eau a coulé sous le pont. Le bassin du Gourou, avec une aide à hauteur de 17,9 milliards du Fonds africain de développement, un groupe de la BAD s'est renforcé. Un projet d'urgence est né. 4 nouveaux barrages, 3 réhabilités ainsi que des canaux de drainage. Cette visite des différents sites initiés par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, se situant dans le cadre de la revue à mi-parcours des projets de la BAD, a tout son sens. Ces ouvrages-là nous permettent d'avoir une meilleure régulation des eaux de drainage vers le carrefour de l'Indénié. Et c'est grâce à ce projet qu'aujourd'hui, on n'observe plus d'inondations et d'interruptions de trafic au niveau du carrefour de l'Indénié. Ils sont 150 plénipotentiaires de la FAD en marge du 13e FAD à faire le tour du propriétaire. Leur principale préoccupation, l'impact environnemental et social de l'ouvrage. Dans les quartiers, Plateau d'Okuy, Apayi, en passant par le zoo, des réactions positives. Quand la saison pluvieuse arrivait, on avait peur parce que nos enfants pouvaient partir par l'eau. Et il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, on se sent bien parce que quand il pleut, on n'a pas de problème. L'eau n'arrive plus à nous envahir. Dans l'aspect infrastructure de ce projet décliné en 4 composantes, il y a l'amélioration du cadre environnemental, mais aussi celui de la création d'emplois. Ces précollecteurs et ces ex-combattants, parties prenantes du projet, disent trouver leur compte. Donc les sachets qui sont ramassés au niveau du bassin sont transformés aujourd'hui en pavés et qui ces pavés doivent servir à revertir aujourd'hui notre zone de transfert des ordures. Souvent par jour on peut faire 2 à 3 tonnes. 2 à 3 tonnes et quand tu convertis ça en pavé, ça va à 250 mètres carrés de pavé. Et donc ça arrive à nous nourrir. L'étude globale du bassin du Gourou
c'est selon le ministère de la Construction redonner vie à 2,8 millions d'habitants. L'objectif à terme, dresser un schéma directeur d'assainissement d'Abidjan pour mieux juguler l'ensemble des difficultés au niveau du district, voire à l'échelle nationale. Parlons économie, des jeunes entrepreneurs ont été formés. Ils ont eu des notions sur le civisme, la fiscalité et les techniques pour booster leurs entreprises. Frédéric Oulaï et Justine Diké. Le chômage des jeunes, une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien, est en passe d'être résorbée. Indépendamment d'autres jeunes, plus de 100 jeunes dans le district d'Abidjan ont bénéficié du Fonds emploi jeunes et plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du projet emploi jeunes sur toute l'étendue du territoire national par le ministère auprès du président de la République chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune. Pour une meilleure gestion de leurs activités, ces jeunes entrepreneurs du district d'Abidjan sont formés au civisme fiscal, aux devoirs et obligations de l'entrepreneur. L'agence emploi jeune, le district autonome d'Abidjan et la direction générale des impôts initiateurs de cette formation entendent ainsi renforcer les capacités au civisme fiscal de ces nouveaux entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est aussi le citoyen. C'est aussi le citoyen honnête qui paye ses impôts et qui n'a pas peur d'y faire face. Les jeunes qui entreprennent ou bien qui veulent entreprendre une affaire, comme c'est le cas dans les exposés qui ont été faits, doivent compter avec la fiscalité. Parce qu'ils vont créer de la richesse et qui dit richesse dit participer au développement du pays. Les bénéficiaires du fonds apprécient cet atelier qui leur permettra certainement d'acquérir de nouvelles stratégies en vue d'améliorer leurs chiffres d'affaires. Il y a plusieurs types d'impôts au départ quand nous sommes à l'impôt synthétique. Après, par l'amélioration de l'entreprise, nous quittons l'impôt synthétique pour aller à un autre type d'impôt. Quelque chose que je ne connaissais, je ne savais pas ça avant. La fiscalité, elle est vraiment importante. On nous a enseigné qu'il faut contribuer à payer les impôts et cela aide l'État à faire beaucoup de choses, les routes et puis les biens publics. Les activités de ces jeunes entrepreneurs s'étendent à divers domaines, notamment la boulangerie et l'élevage de volailles. Drame à l'hôpital général de la commune de Marcory. Une femme enceinte est décédée. Les populations accusent le personnel de négligence et manifestent devant l'hôpital. La lumière sur cette affaire avec Félix Amani et Abou Sanego. Hôpital général de Marcory, il est 18h30 ce mardi 10 septembre 2015. Des populations mécontentes manifestent bruyamment. Elles dénoncent la mort d'une femme enceinte. Cette femme aurait perdu la vie au sein même de la maternité de l'hôpital. Une négligence coupable des sages-femmes serait à l'origine de ce décès tragique. Une dame qui est venue accoucher, qui est quittée sur le lit de l'hôpital pour tomber sans assistance. Elle est tombée. Nous avons connu un drame dans la nuit, une dame de Madame Nyawa Nou Nadej qui devait donner la vie dans la nuit du dimanche au lundi, qui s'est rendue à l'hôpital avec son mari, qui était dans la salle d'accouchement. Après quelques minutes, la dame est tombée du lit. Au domicile de la défunte à Marcory-Sikoji, quartier Conan-Raphaël, nous retrouvons une famille effondrée. 3h30 par là, près de 4h. Elle a fait appel à ma fille pour venir m'appeler. Moi, je suis venu, on m'a dit de rentrer dans la salle d'accouchement. Je suis rentré, elle m'a montré ma femme au sol. Le fond est bombé, l'air est fermé. Que s'est-il réellement passé? Le directeur de l'hôpital, présent à l'hôpital au moment de notre passage, s'est refusé à tout commentaire. De sources officielles, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a diligenté une enquête. Pour l'heure, les 2 sages-femmes mises en cause et l'ambulancier de garde sont suspendus de leurs fonctions. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé, le professeur Abdul Kader Keïta, a rendu visite ce mercredi matin à la famille éplorée. Yawa Noun Nadej, la défunte, était âgée de 37 ans.
Mère de 4 enfants, elle s'apprêtait à mettre au monde le 5e lorsque le drame est survenu. 25 victimes de guerre sont prises en charge par l'hôpital militaire d'Abidjan. Elles présentent des traumatismes graves causés par des armes à feu et des éclats d'obus. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a reçu le bilan de leurs soins. Doigt de laser. 25 victimes de la crise post-électorale prises en charge par le HMA, hôpital militaire d'Abidjan, retrouvent progressivement la santé. Elles avaient été transférées dans cet hôpital suite à la gravité de leur pathologie, certaines pour des cas de traumatisme crâno-facial et d'autres pour des traumatismes des membres inférieurs ou supérieurs. Des traumatismes causés par les armes à feu et des éclats d'obus. Pour une meilleure prise en charge de ces patients, une convention avait été signée entre le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le HMA pour un coût global des soins médicaux estimé à 60 millions de francs CFA. La prise en charge médicale s'inscrit dans le processus de réparation. Au nom du président de la République, qui attache du prix à la prise en charge des victimes de guerre, je voudrais dire merci au HMA. Parce que la convention, vous l'avez passée avec le ministère. Mais il n'en demeure pas moins que le PNCS doit être associé à cette initiative, d'autant plus que les impacts et autres séquelles que vous avez décelées nécessitent une prise en charge continue. Les dossiers sanitaires des 25 patients ont été remis à la directrice du programme national de cohésion sociale qui doit assurer la continuité et le suivi de leurs soins, en plus des 240 autres victimes déjà identifiées dans le cadre du programme d'indemnisation des victimes initié par le gouvernement ivoirien. La chaîne Fréquence 2 de Radio Côte d'Ivoire a célébré le 24e anniversaire de sa création et une innovation de taille pour cette occasion. Fréquence 2 est désormais accessible sur téléphone mobile. Issa Yeo et Serge Coléa. Radio consacrée à la musique et au divertissement, Fréquence 2 jouit d'une longévité de 24 ans. Les responsables de cette chaîne veulent se donner les moyens de séduire davantage les auditeurs et auditrices. La nouvelle grille de programme affiche les ambitions de la chaîne. Le message, il est tout simple. Il s'adresse aux jeunes, qu'ils prennent véritablement leur place sur notre chaîne Fréquence 2. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté la radio il y a longtemps. Il y a des clichés et tout. S'il vous plaît, il faut vous en débarrasser. Et la meilleure façon de vous en débarrasser, c'est de passer quelques heures ou alors une journée à écouter nos programmes et votre avis changera. Oui, il changera considérablement vis-à-vis de Fréquence 2. Pour les annonceurs ambitieux, ceux qui veulent toucher la population, toute la Côte d'Ivoire, Fréquence 2 est une opportunité pour venir vendre leurs produits, pour venir se présenter en termes de produits, sport. Aujourd'hui, avec l'application Fréquence 2 mobile, vous avez la possibilité de pouvoir réécouter comme vous voulez et puis surtout connaître la grille des programmes de Fréquence 2 au creux de la main. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières parce que cette application-là permet de pouvoir écouter la radio ici en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet disponible. À l'heure du bilan, avant de se projeter dans l'avenir, auditeurs et animateurs jugent Fréquence 2. J'aime la radio Fréquence 2 parce que c'est la meilleure des radios que je connais. Depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose de majeur qui se passe dans cette chaîne et c'est ce que nous avons vécu de façon pleine ce matin. Une chaîne qui a fait sa mue, une chaîne qui a essayé donc de se relooker, de regarder vers l'avant pour les nouvelles générations. Fréquence 2 épouse l'ère technologique du moment. Il est désormais possible de suivre les émissions via le téléphone mobile à travers l'application Wi-Fi YMCI. Dans la commune d'Adjamé, le Black Market est célèbre pour la diversité des articles qu'on y trouve. Les usagers de ce marché ont cependant bien du mal à y avoir accès ces derniers temps. La voie principale qui y mène est complètement dégradée et impraticable. Barakissa Bamba et Pargassoro Kone s'y sont rendus. Black Market ou encore marché noir. Situé en plein cœur de la commune d'Adjamé, le centre commercial Black Market est le poumon économique de la commune d'Adjamé, voire du district d'Abidjan, selon les premiers responsables de cette commune. Au Black Market, ce sont plus de 3000 box d'1 mètre carré et plus de 1000 magasins et boutiques. Un centre commercial où de nombreux commerçants et des populations de la Côte d'Ivoire, mais également de l'Afrique de l'Ouest, viennent s'approvisionner. Malheureusement,
La voie principale du Black Market est impraticable, rendant ainsi son accès difficile. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux commerçants, aux automobilistes et aux populations. On n'arrive pas à voir les clients. Ils se disent que c'est sale. Quand il pleut, bon, ils ne peuvent pas marcher, il y a trop de la boue. Bon, plein de personnes ne peuvent pas venir. Ils sont obligés de nous appeler pour rester un peu hors du Black, puis on se déplace pour arriver là-bas. Quand il y a des passagers, tu n'arrives même pas à sortir sur la route. Il y a des embouteillages, il y a des rues où ils sont un peu barrés. Bon, en tout cas, ça ne nous en a pas. Si on peut faire quelque chose pour nous, ça va nous soulager. Pour la présidente du Black Market et des OZ Center, la dégradation de la voie principale de ce centre commercial constitue un manque à gagner pour les commerçants. Personne ne peut passer sur cette voie si ce n'est pas les pousse-pousse et puis quelques piétons. Mais nous qui sommes commerçants, quel bon client va passer sur cette voie alors que nous ne sommes pas les seuls marchés en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont venir se mettre d'abord dans cette boue-là avant d'avoir accès à nos magasins. Commerçants, transporteurs, population, tous ont désormais le regard tourné vers les autorités et des personnes de bonne volonté. Approchées, les autorités municipales de la commune d'Adjamé rassurent. Le maire est en train de demander au programme présidentiel d'urgence un certain nombre de kilomètres de voies habituées. Et je crois que c'est une chose presque acquise. Et donc, ça va faire partie des voies habituées. Selon le commerçant, si rien n'est fait, magasins et boutiques pourraient connaître une fermeture. Toute chose qui pourrait occasionner le chômage de nombreux jeunes qui y travaillent. À l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, une gerbe de fleurs a été déposée près du monument des soldats ivoiriens morts au cours de cette guerre. L'organisation des fils des anciens combattants de Côte d'Ivoire était aux côtés des anciens combattants pour marquer cet événement historique. Le secrétariat du Conseil national de sécurité installe les conseils régionaux de sécurité. Première étape du processus, la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Le reportage de Soro Corona est commenté par Léon Bro. Réformer le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire dans un contexte de renouveau démocratique résolument marqué par la paix, la stabilité et la prospérité, cette volonté du président de la République Alassane Ouattara entre dans sa phase active avec l'installation des conseils régionaux de sécurité. Première étape, la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro. La mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité passant par l'appropriation du concept par les populations à la base. 91 enquêteurs vont investir cette partie du pays pour recueillir les attentes des populations en matière de sécurité. Leur travail consistera à aller vers les populations, à recevoir celles qui ont été identifiées et à recueillir auprès de ces populations-là les réponses aux questions qui seront posées. Cette enquête de 5 jours va permettre au secrétariat du Conseil national de sécurité, dirigé par Alain Richard Dombaï, de mieux expliquer la vision du président de la République en matière de sécurité aux populations. Ces conseils régionaux de sécurité auront pour rôle de faire la déclinaison des 108 réformes qui ont été arrêtées au niveau national, mais adaptées aux réalités des régions. Donc c'est dans ce cadre-là que cette enquête diagnostique est lancée, de diagnostic local de sécurité, pour permettre d'avoir une photographie véritablement de la région, des réalités sécuritaires, des challenges à surmonter et des plans d'action qui vont en découler pour la mise en œuvre effective de la RSS au niveau local. La réforme du secteur de la sécurité est basée sur 6 piliers pour au total 108 directives qui devront servir de levier à l'amélioration de la sécurité dans toutes les régions du pays. Le Gbeke et le Hambol constituent les prochaines régions à doter d'un conseil de sécurité. Au Burkina Faso, la commission d'enquête sur le coup d'État a déposé son rapport, des conclusions livrées en pleine période de campagne électorale. Près de 211 personnes ont été entendues, ce qui a permis à la commission d'identifier les commanditaires et les auteurs présumés du putsch du 17 septembre dernier, mené par l'ex-régiment de sécurité présidentielle, avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Nouvelle accusation d'agression sexuelle commise par des casques bleus en Centrafrique. Parmi les victimes, 2 mineurs sont tombés enceintes après ces agressions, selon un responsable de la MINUSCA. En sport football, Hervé Renard, entraîneur du club de Lille, a été limogé. Il s'agit de l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire qui avait remporté la CAN en 2015. Il a aussi à son actif la CAN de 2012 avec la Zambie, mais il n'est pas parvenu à s'imposer en Ligue 1.
Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, affrontent le Libéria ce vendredi pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018. Ce sera les 13 et 17 novembre prochains. Une double confrontation préparée au stade Félix Houphouët-Boigny avant le départ pour Monrovia. Salif Ouattara et Christelle Bolia. Dernière séance d'entraînement des éléphants ce mercredi 11 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny avant de s'envoler pour Monrovia, capitale du Libéria. Michel Dussieu a d'abord eu un huis clos avec son groupe avant de permettre à la presse nationale et internationale d'assister à la séance du jour. Pour ce match aller du deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique face au Libéria le vendredi 13 novembre, le sélectionneur Michel Dussieu a fait appel à des cadres comme Boka Arthur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais des jeunes vraiment talentueux et je pense qu'on a un bon groupe pour pouvoir faire quelque chose. Le sélectionneur a composé sa liste des 22 joueurs sans Bonnie Wilfried, Salomon Kalou et Thomas Touré, tous blessés. Roger Assalé, récemment champion d'Afrique des clubs avec le TP Mazembe de Lubumbashi, a été appelé en renfort. Si l'entraîneur m'a fait appel, c'est qu'il avait la confiance en moi, donc je pense que à moi maintenant de toujours gagner la confiance de l'entraîneur en travaillant dur et puis en essayant de m'imposer dans cette équipe. Bien respecter l'adversaire pour éviter toute mauvaise surprise. Il convient d'être très concentré sur notre sujet, d'être rigoureux et de savoir répondre présent. Prochain rendez-vous des éléphants, le mardi 17 novembre pour le match retour Côte d'Ivoire-Libéria au stade Félix Houphouët-Boigny. Merci de votre attention. Très bon après-midi à vous tous sur RTI1.